Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup de cette présentation. Je suis très, très content d'être là ce soir pour vous parler de Howard Hawks, même si c'est un cinéaste décédé. C'est très, très rassurant, enfin, c'est pas surprenant, mais c'est très rassurant que la Cinémathèque continue à assurer la vie d'œuvres aussi importantes que celle de Howard Hawks. Alors, comme Bernard le rappelait, vous l'expliquez, on a cherché un moment l'intitulé de cette conférence pour se stabiliser autour de cette formule, l'évidence de la mise en scène, l'évidence entre guillemets. Le premier titre auquel j'avais pensé, mais il faut avouer qu'il n'aurait pas été très glamoureux, c'était la platitude de la mise en scène. Mais le mot platitude, je l'aurais également mis entre guillemets, parce qu'il n'aurait pas été péjoratif, sans quoi on ne serait pas réunis là pour parler de Howard Hawks. Je vais essayer de vous expliquer justement ce qui fait que ce style, que cette manière de mettre en scène d'un artiste, d'un cinéaste aussi important, aussi central dans le cinéma classique, ait pu être aussi clairement, aussi nettement installé comme un repère clé de cette réflexion sur le classicisme en France, par exemple, dès les années 1950, et puisse en même temps, dès lors qu'on l'aborde, qu'on cherche à le creuser, être assez difficile à caractériser et puisse paraître fuyant par rapport à... on rappelait que, voilà, j'ai pu parler ici de cinéastes contemporains de Howard Hawks, comme John Ford, de caractériser le style fordien, c'est même en surface, beaucoup plus facile. Et donc, on va essayer d'interroger pourquoi, enfin, ce qui est évident, pourquoi, ce qui est central, mais pourquoi ça peut être si complexe de caractériser le style hawksien. Donc, pour dire très simplement, Hawks est donc un pilier de la production classique des années 25 à 55 et même après, la période dite post-classique, des genres et des stars, et de ce que j'appelle, c'est pour ça que je citais la France dès les années 50, la réflexion orthodoxe sur le cinéma classique, la réputation, la renommée critique de Howard Hawks ayant été forgée en France et aux États-Unis un petit peu après. Bon. C'est une, pour vous donner pour vous rappeler quelques évidences critiques, c'est un style, c'est une attitude par rapport aux histoires filmées, à la chose filmée, qu'on a souvent appelée, ou qu'on a souvent exemplifié comme emblématique du classicisme. C'est un style simple. Un grand critique américain, Andrew Sarris, a caractérisé le style de Hawks toute fin des années 1960 en disant son style est clair, simple, fonctionnel. Y voyant une forme de quintessence classique et peut-être de quintessence américaine. En tout cas, alors si j'associe ce clair, simple et fonctionnel à une autre formule qui, elle, a été forgée en France, Hawks, c'est le cinéma à hauteur d'homme. Vous connaissez sans doute cette formule. Bon. Et de ces étiquettes, de ces entrées-là, découle, on va rester en surface encore une, 2 minutes, l'idée d'un style sans ornement. Et c'est ça que je veux interroger. Est-il vraiment sans ornement ? Par quel biais faut-il le regarder pour y trouver autre chose que l'ornement, mais vraiment le fonctionnement ? Bon. Alors, en plus de alors, je vais dire le terme, de ces clichés critiques-là, qui ne sont pas totalement inexacts, se sont associés quelques clichés sur les thématiques, mais totalement exacts, de Hawks, que j'appelle donc cette réflexion orthodoxe. Le cinéma de Hawks, c'est un cinéma qui parle du professionnalisme, de héros, de figures qui sont des professionnels. C'est un cinéma qui... de scénario en scénario, de film en film, traite de groupes d'hommes en mission, avec souvent une femme intruse, et des aventuriers plutôt coupés du monde. Donc voilà la base, le savoir commun orthodoxe dont on peut partir. Maintenant, je vais vous proposer comme 3 grandes directions qui seront les fils directeurs. Je ne vais pas les traiter les uns après les autres, on va les trouver dans le parcours sur les quelques extraits que j'ai choisi de commenter avec vous. 3 directions sur Howard Hawks qui vont vous apparaître peut-être évidentes ou peut-être moins. L'une, alors c'est un cinéaste du système hollywoodien et dans le système, bien sûr, dont on a souvent dit c'est le cinéaste qui a travaillé dans maints genres, oui, mais pas tous.
Alors, on dit par exemple, vous voyez, donc Hitchcock, c'est un cinéaste spécialiste. Dès qu'il est à Hollywood, il se met en situation de ne travailler pratiquement que dans le même genre, dans des variations sur un genre criminel, genre sur la culpabilité. Encore qu'Hitchcock lui-même évite le film noir, ce genre de choses. Bon. Hawks, on va dire, par rapport à un Hitchcock, et même peut-être plus, même par rapport à un John Ford, qui évidemment est associé au western, mais qui dans les années 30 travaille dans d'autres genres, et même après. Hawks, ça semble être le cinéaste d'un peu tous les genres, donc emblématique de cette variété classique. Je voudrais quand même insister sur ce qu'il évite sciemment. C'est-à-dire, que ce soit dans les années 30, une période dont je vais vous dire assez vite, dans laquelle il se cherche, ou dans des périodes des années 1940, 50 ou 60, où il est très maître de toutes les productions qu'il dirige, il évite. Donc chez Hawks, vous trouverez un film de science-fiction qu'il a pseudo-réalisé, mais en revanche, vous ne trouverez pas de films d'horreur, vous ne trouverez pas de films qui se passent dans le monde féerique, vous ne trouverez pas de mélodrame, et vous ne trouverez presque pas de musical. C'est-à-dire, il y a chez lui un évitement raisonné de la sentimentalité, du sentimental. Il y a un évitement de l'imaginaire direct, c'est pourquoi j'évoquais le féerique ou l'horreur, vous ne verrez pas Hawks faire un Dracula, et de l'expressionnisme au sens large, non seulement le legs expressionniste dans le cinéma classique hollywoodien, mais la forme visuelle ou sonore, ou le geste de mise en scène est très expressif, très dimensionné par l'éclairage, ou très dimensionné par la musique, ou très dimensionné par le travelling à la grue. Bon, tout ça, tous ces éléments-là, ce n'est pas Howard Hawks. Donc ça, c'est le premier élément. Ce qu'il évite, c'est un cinéaste qui n'est pas un cinéaste du mélodrame et pas du sentimental. Deuxièmement, c'est un cinéaste non religieux, non spirituel. Ce qui, si je reste à peu près dans ce qui est comparable, c'est-à-dire des fondateurs du cinéma classique, même génération, ce qui le différencie de Griffith, ce qui le différencie de John Ford, ce qui le différencie de King Vidor, de Cecil B. DeMille, de Frank Borzage, de Henry King, de Alfred Hitchcock, etc. Vous voyez ce qu'il met un peu à part de ses cofondateurs. Le seul cinéaste, et encore ils ont une œuvre très différente, parce qu'ils ont quand même un tempérament très différent, mais avec lequel je pourrais le mettre en parallèle comme cinéaste pour lequel le non-religieux et une vision non spirituelle du monde est centrale, c'est Raoul Walsh. Mais tous les autres que j'ai cités, qui ne sont pas secondaires dans la fondation hollywoodienne et dans la fondation du langage et de la vision donc hollywoodienne, ont à voir avec les formes de religion donc américaines. En revanche, pour finir ce second point, Hawks, s'il n'est pas religieux, il est en revanche profondément marqué par l'esprit protestant. Souvent, on dit, et c'est exact, Hawks c'est un esprit mécanique, scientifique, il filme des pilotes, il filme des gens qui prennent l'avion et qui contrôlent, voire qui en fabriquent, il filme des gens qui font de la course automobile, exact. On l'associe au fait qu'il est ingénieur de formation et le côté mécaniciste est tout à fait bien vu. Mais je pense qu'il faut surtout associer son goût des professionnels, son goût de l'entreprise, son goût de la profession efficace. Au milieu familial, Hawks, la famille Hawks, c'est l'exemple parfait de la mentalité protestante, de la mentalité de l'entreprise protestante, de l'efficacité pragmatique. La famille Hawks vient de Goshen dans l'Indiana. Et on peut presque dire sans exagérer que la ville de Goshen, c'est la ville fabriquée par les Hawks, par les générations de Hawks, par l'entreprise Hawks. Donc c'est dans cet état d'esprit, dans cette éthique du pragmatisme efficace protestant, en termes de culture, qu'il grandit. Bon. Le troisième point, donc rétif à l'imaginaire, efficace et pragmatique et protestant. Troisièmement, je vous disais, j'évoquais le fait qu'il soit lié au monde des pilotes. Plus largement, il y a un rapport chez Hawks aux écrivains. Et il y a un rapport au monde de ce qu'on appelle la Lost Generation, la génération perdue. Hawks ne sera jamais écrivain, d'ailleurs, alors dire la plupart des cinéastes que j'ai cités, non, un peu plus. Ils ont parfois écrit des autobiographies dont ils sont les auteurs, voire Walsh a écrit un roman. Alors Hawks avait forcément un rapport à l'écriture, il intervenait, il coécrivait, il reprenait les scénarios qu'il faisait tourner, mais c'est quelqu'un qui n'a pas laissé beaucoup de traces écrites
Il est surtout resté, en plus de ses films, par les longs entretiens qu'il a donnés quand il était un cinéaste vieillissant, et auxquels il faut se fier pour avoir accès à quelque chose de sa personnalité, mais auxquels il ne faut surtout pas se fier pour avoir accès à la vérité. De ce point de vue-là, il est comme Walsh, il est très... c'est un créateur aussi. C'est un créateur de choses qui ne sont pas arrivées. Mais en revanche, donc, ce rapport à l'écriture fait qu'il a collaboré avec beaucoup d'écrivains, et qu'il est, non pas en termes de tempérament, j'essaierai de vous le montrer sur un ou deux extraits, il est lié au monde de la génération perdue, celle d'Hemingway, celle de Scott Fitzgerald, par le type de personnage que l'on voit dans les romans de ces écrivains-là, ou d'écrivains un peu moins connus même, les pilotes, les hommes d'action qui ont fait la guerre et qui ont été blessés, ou qui se retrouvent dans la déprime de l'inaction après la Première Guerre mondiale, le moment donc de la génération perdue. Et il y a il y a un retour régulier de Hawkes à cette thématique, à cette obsession de la génération perdue, mais qui ne traitera pas du tout avec le côté déprimé ou dépressif qu'il y a chez Fitzgerald ou chez Hemingway, ou chez Faulkner. Et d'ailleurs, si vous connaissez un tant soit peu la carrière de Howard Hawks, je viens de prononcer les noms d'Ernest Hemingway ou de William Faulkner, qui sont indirectement ou directement des gens avec lesquels, que la carrière de Howard Hawks a croisé, voire est allée chercher. Donc voilà les fils directeurs que je vous propose, et pour donc nous intéresser à ce créateur-là. Et je vais prendre un premier exemple très simple. Je vais évoquer les tout débuts du parlant, qui est un moment où l'univers de Hawkes, c'est donc l'univers, je veux dire, ce qu'on va appeler là des thématiques, c'est un peu stabilisé et repérable, le film qui sera projeté ce soir, Girl in Every Port, ou au tout début du parlant, un film qui s'appelle The Dawn Patrol, la patrouille de l'aube. Voilà. Qui est un film peu connu et peu montré, où on trouve un nombre important de thématiques hawksiennes. Et alors, évidemment, on peut dire ça, on voit ça rétrospectivement, mais c'est plutôt comme fil directeur, c'est-à-dire des pilotes qui sont à la fois montrés dans l'action héroïque et la mort qui peut les guetter, et des pilotes qui sont à la fois montrés dans leur rapport à la hiérarchie, dans leur rapport aux actions. Chaque jour, ils doivent repartir en mission. Chaque jour, le supérieur doit les envoyer en mission et assumer le sort et la culpabilité face à ceux qui ne reviendront pas. Donc, le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, l'extérieur l'action, l'intérieur soit les ordres donnés et les ordres de mission à répétition, soit les gens qui se retrouvent après l'action pour constater les présents ou porter un toast aux absents, à ceux qui ne reviennent pas. Et un des premiers collaborateurs clés, puisque l'idée c'est de vous montrer un peu la galaxie Hawks, les co-créateurs du canon hawksien, c'est John Monk Saunders, qui est un pilote qui a fait la Première Guerre mondiale, qui en a tiré une expérience qu'il a écrite en roman et en scénario. Il est l'auteur d'un roman important qui s'appelle Wings, John Monk Saunders, qui a été porté au cinéma par un autre pilote de la Première Guerre mondiale devenu cinéaste, William Wellman. Et vous voyez donc Dawn Patrol, les noms de Hawks, directed by Howard Hawks, et d'après Flight Commander de John Monk Saunders. Et John Monk Saunders, pour faire le lien avec ce que je vous ai dit sur les écrivains pilotes ou les héros devenus inactifs, et la Lost Generation, est à la fois donc l'auteur de Wings, de la Dawn Patrol, est également l'auteur d'un autre scénario qui s'appelle The Last Flight, le dernier vol, qui est 32 je crois aussi, qui sera tourné à la Warner Bros. Comme Dawn Patrol par William D. Turley, et qui est sur les pilotes inactifs, brisés psychologiquement, errants après la Première Guerre mondiale, et qui est un des films les plus représentatifs de l'esprit de la Lost Generation. Sans doute que, voilà, vous avez aussi bien, pour illustrer brièvement les séquences d'action techniquement remarquables dans Dawn Patrol, ou les séquences essentielles où les personnages se retrouvent. Le groupe se retrouve, et cette idée qui, pour le coup, là, n'est pas on va le voir au fil de cette conférence, n'est pas un cliché, mais absolument
une vérité centrale, quelque chose qui est la colonne vertébrale du cinéma hoxien, le groupe qui se retrouve pour célébrer le groupe, pour trinquer. Et toutes les interactions à l'intérieur du groupe sont particulièrement ce que de longues séquences de Hawks examinent. Ce que vous avez là dans quelques plans que j'ai capturés, l'emporte un toast a évidemment un pilote disparu. Puisque j'ai cité John Monk Saunders, un autre cinéaste, un ami de Howard Hawks, pilote et cinéaste aussi, qui a été une grande influence sur lui, mais je vais me contenter de le citer, ce n'est pas le sujet de ce soir, c'est Victor Fleming. Victor Fleming, qui a beaucoup travaillé dans ses films entre 1932 et 1938 sur la figure de l'aventurier, alors moins de l'aventurier dans le groupe que de l'aventurier avec son pote ou avec sa femme, de l'aventurier au foyer. Mais Victor Fleming a sans doute été un des copartenaires de l'imaginaire du pilote hawksien, voire un des modèles. Et il y a un film pilote d'essai avec Clark Gable et Spencer Tracy, où Hawks est co-crédité comme l'auteur du scénario. Et même si l'autre scénariste, John Lee Mahin, dit que ça a tout inventé, c'est un sujet de Victor Fleming. Moi, je ne vais pas trancher, parce que je n'ai pas travaillé sur les scénarios en question, mais c'est pour vous montrer l'interaction. Dans les années 1930, si je vous disais le tempérament hawksien, les figures hawksiennes sont trouvées, sont stabilisées, plus ou moins. En revanche, le style, l'écrin, formel ne l'est pas. C'est-à-dire, quand on regarde les années 20, Hawks, c'est quelqu'un qui imite. Ce qui n'est pas du tout dépréciatif, mais vous avez des films, il y a une parodie à la 2000, enfin ça se moque du style de 2000. Vous avez des moments où il imite Ford, où il essaie d'imiter Ford. Il y a un autre cinéaste qu'il imite, et ça le suivra beaucoup, je vous en parlerai dans un petit moment. Et dans les années 30, on le voit continuer à se chercher un style visuel, évidemment au gré des possibilités de production, au gré de la valse des chefs opérateurs. Et on peut constater que finalement, que ce soit au tout début du parlant, avec un film comme The Criminal Code, film criminel, film sur les prisons, qui est un film, quand on le voit, quand on l'entend surtout, c'est un film parlant, qui est typique des expériences de ce que j'appelle le sonorisme du début du muet. Entendre des rythmes, entendre des voix en perspective, qui n'est pas quelque chose que Hawks continuera de creuser beaucoup après, mais il fait l'expérience de ce style-là en 31-32. De même qu'il aura fait l'expérience de l'exotisme juste avant la fin du muet dans Phase Hill, avec, vous voyez, quelque chose qui pourrait être interprété avec un autre acteur par Rudolph Valentino, mais qui là allait par Charles Farrell, et produit quelques années après par Sam Goldwyn. Là, il fait l'essai de la fresque historique dans un style visuel luxurieux, plastique, opulent, dont parfois il m'est arrivé de lire sur ce film. Il n'y a rien de hawksien visuellement, mais c'est tout ce que j'essaie de réfléchir, sur quoi j'essaie de réfléchir avec vous. Donc aujourd'hui, il n'y a rien de hawksien. Hawks, c'est très simple, c'est très carré. Donc voilà un film luxuriant où il n'y a pas les thématiques figées squelettiquement. Donc ça n'est pas hawksien. Non, je pense que les années 30 sont beaucoup une période où il adopte des styles que les productions lui permettent ou lui recommandent de creuser, et il essaie de voir si ça lui convient. Ce qu'on constate, c'est que je parlais du sonorisme du début du sonore, ou je parlais de la luxuriance du style Samuel Goldwyn, c'est une production Goldwyn, ou de l'exotisme de la figure du cheikh arabe qui enlève une jeune femme. Ce sont des styles, ce sont des sujets ou des styles qui, eux, sont luxuriants, qui sont très opulents plastiquement ou sonorement, auxquels Hawks s'essaie et qui ne garde pas. Donc, sans doute que ces essais-là lui permettent justement de se trouver. Bon. Alors, on va regarder un extrait de Scarface qui est 1932, film préféré, comme vous le savez peut-être, ou sinon je vous l'apprends, de Howard Hawks, dans sa filmographie. Alors, pourquoi son préféré? Alors, lui disait parce que c'est celui où lui est son producteur. Alors, je ne sais pas si le producteur l'a laissé si tranquille que ça. Donc, c'est produit par le presque homonyme Howard Hughes. C'est un Hawks produit par Howard Hughes, donc le milliardaire texan qui a produit des films vraiment intéressants au début du parlant. Dont Scarface est sans aucun doute enfin, à la toute fin du muet, excusez-moi, au début du parlant. Et c'est sans doute le film le plus connu
qui les produit, Scarface, donc, et Hawks disait c'est le film qu'il préférait parce qu'on a été totalement tranquille, on l'a tourné en toute liberté. Donc, on va regarder un extrait de Scarface, film de gangster, donc, où un des films fondateurs du genre gangster movie dans tout début des années 30, avec Paul Mooney dans le rôle de Tony Camonte. Et vous allez voir un moment de fusillade, ou plutôt des moments successifs de fusillade frénétique dans Scarface. Si on peut passer le premier extrait, s'il vous plaît, l'extrait de Scarface. Hello, this is Mr. Kamani's secretary. What's your name? I say, what's your name? This is Mr. Kamani's secretary. You have to speak louder. I can't hear what you say. That's too loud. That's too loud. Talk louder. Hello, please. Your name, please. I can't. Hello, please. I can't hear what you say. That's O'Hara's mom. I can't hear what... I can't hear what you... Loud. That's it. Hey, look it. They got machine guns you can carry. If I had some of them, I could run the whole works in a month. It's more than a minute. Hey, that's swell. Look, it's little. You can carry it. Come on, let's get out of here. Boss, there was too much noise. I didn't get your name. That's that dope. Oh, what's wrong? Take him upstairs. Take him upstairs. That's all right. Don't make the door. Don't make the door. Hey, look it. They've been here, too. Hey, you. Paul Fugate, tell me we want 3 cars, side curtains. Hey, Johnny, look what I got. You dirty murdering mug, you bumped off O'Hara. Who, me? That's foolish. You told me to stay out of the north side. I stay out. I've been home all day. Hey, little boy. Sure. Sure. Oh, so that's it. I told you to lay off. I don't hear so good sometimes. You won't be hearing anything if you go on like this. Look what happened to me. They clipped me. Look at Johnny. You can carry it around like a baby. Oh, shut up. We got to get organized. This is only a starter. They'll be back after us. What do you mean? We don't give them time. We go after them. We throw them mix up for grabs. Yeah, well, when you're laying in an alley with your head blown off, maybe you'll learn how this business ought to be run. Yeah, and who's going to do that? O'Hara's mob, Gaffney, he's running it now. He'll give you here a pound of hot lead in the belly. Make sure it's him, Johnny. Cards are here, boss. Okay. Hey, little boy, business. You fix who goes in each car, understand? Then where do you think you'll go? To the north side, like I always knew someday. You can't do that. What do you mean can't? Who's stopping me? I am. I'm giving you orders for the last There's time. only one thing that gets orders and gives orders. And this is it. That's how I got the south side for you, and that's how I'm going to get the north side for you. Some little typewriter, right? I'm going to write my name all over this town with it in big letters. Hey, stop him, somebody. Get out of my way, Johnny. I'm going to spit. Come on, fellas. Hey, Tony, take this along in case that bean shooter doesn't work. Okay. I don't know, mister, but they said a big black car with side curtains and a machine gun gave him the word. Oh, hello, Ben. Oh, gee. What are we going to do about that machine guns? What can we do about them? There's no law against manufacturing them, just against having them. Can't get them in one state, they go across the border and get them in another. These fellas bootleg machine guns like they bootleg booze. Yeah, they better do something about that.
Because with these toys to play with, what happened before will look like a tea party. I know it. Say, you better put the screws on the 22nd Street Freight House. I hear they're bringing them in fruit boxes. Right. Bien. Donc, vous voyez, alors Scarface, donc je vous disais, film fondateur du genre gangster. Alors, pas tout à fait, mais en tout cas, au début du parlant, oui. La différence, c'est que si vous prenez d'autres films contemporains, à peu près, ça sort en 1932, mais donc comme L'Ennemi public de William Wellman avec James Cagney, avec L'Ennemi public, vous aurez un film de gangster plutôt social, où le gangster est dans une logique de revanche. C'est une figure déclassée, souffrant dans une logique de revanche. Scarface, c'est pas tant tel que c'est écrit et filmé un film sur le gangster comme figure de revanche, c'est un film sur l'énergie sauvage et jubilatoire du gangster. C'est tout autre chose. Alors, ça s'explique par plusieurs choses. Vous parlez d'un co-créateur, d'un écrivain, et puis parler de la mise en scène, de l'énergie de la mise en scène que vous venez de voir, puisque finalement, au-delà de la jubilation du gangster que vous avez vu à l'œuvre et des conséquences de la guerre qu'il déclenche dans l'extrait que vous venez de voir, c'est un extrait sur les mitraillettes. C'est d'ailleurs la partie la moins intéressante de l'extrait, là, quand le commissaire parle avec son adjoint. De quoi parle-t-il? Des mitraillettes. C'est-à-dire, et avant et après, dans l'extrait, vous voyez, on va y revenir, la joie d'avoir des mitraillettes, de les faire fonctionner, et l'énergie mécanique, mais sauvage, qu'elle déclenche. Bon. Ça, c'est la mise en scène. Mais on a parlé de John Monk Saunders pour La Patrouille de l'Aube, Dawn Patrol. Scarface, c'est la grande rencontre, donc en film, de Howard Hawks avec Ben Hecht. Alors, Ben Hecht, je vais vous en parler très brièvement parce que ça pourrait être le sujet non seulement d'une conférence, mais ça pourrait être le sujet... Je tends la main vers les autorités pour être le sujet d'un cycle, parce que la carrière de Ben Hecht, c'est à peu près la moitié du cinéma classique hollywoodien. Si vous prenez à la fois les scénarios qu'il a signés et ceux qu'il a écrits ou coécrits et pas signés. Donc c'est un créateur assez central qui reste énigmatique. Parce que donc il y a des œuvres publiées, des romans, nouvelles, pièces de théâtre de Ben Hecht. Il y a les œuvres les scénarios qu'il a signés. Le film qu'il a réalisé même. Et puis quand on regarde tout ce qu'il a coécrit sans qu'il l'ait signé, on se dit mais alors quel univers incroyable, c'est très complexe de parler de Ben Hecht. Donc je ne vais pas vraiment m'y risquer, si ce n'est pour vous donner quelques clés de la collaboration avec Hawks. Quand on lit donc ce pourquoi il est le plus connu, mais j'y viens dans une dizaine de minutes, c'est une pièce de théâtre plusieurs fois adaptée au cinéma qui s'appelle The Front Page. Mais Hawks est très connu pour, dans ses romans, dans ce que j'en ai lu, le plus connu s'appelle Eric Dorn, dans ses nouvelles, c'est un satiriste, c'est un style cynique et caustique. Mais comme souvent, hein, c'est pas un cliché, ça, c'est une dynamique profonde. C'est un cynique et caustique parce que c'est un romantique névrosé. Mais ce qui est important chez Ben Hecht, c'est l'énergie de la critique, l'énergie du cynisme et la liberté érotique qu'il y a dans beaucoup de ces sujets. Étant journaliste, il a beaucoup enquêté sur le monde du crime, et il a mis ça dans plusieurs de ses scénarios, dans Scarface. Et pour lui, d'une certaine manière, le gangster, c'est la deuxième grande figure active des années 30. Vous avez l'énergie du journaliste et l'énergie du gangster. Alors lequel est le gentil, lequel est le méchant, je ne sais pas. Mais s'y ajoute une idée que... donc,
en plus de cette communauté italienne, en l'occurrence là, de gangsters qui est représentée dans Scarface, s'y ajoute une idée centrale dans le récit. Vous savez peut-être cet amour incestueux de Tony pour sa sœur dans le film. C'est l'idée que Ben Hecht, excusez-moi, qui était fasciné par les Borgia, a instillé dans le scénario de Scarface. Bon. Donc ça fait partie des apports de Hecht, écrivain majeur du cinéma américain et collaborateur majeur de Hawks, a apporté au scénario de Scarface. Il y a une anecdote intéressante qui dit tout, sur son approche, il discute avec Herman Mankiewicz, donc autre grand scénariste et co-scénariste ou scénariste de Citizen Kane, et frère de Joseph L. Mankiewicz. Et Herman Mankiewicz lui dit « Tu écris un scénario sur des gangsters, il y a des gentils, il y a des méchants, mais alors sache que, je cite à peu près, après c'est Hecht qui le raconte, donc c'est peut-être Hecht qui l'a écrit, mais ça dit, il dit bon alors, Mank lui dit, tu sais, c'est très clair, tu peux avoir autant de méchants que tu veux, la caractéristique des méchants, they have sex, ils font l'amour, ils ont beaucoup de rapports sexuels. En revanche, tes héros et tes héroïnes, eux, il faut qu'ils aient l'air vierges. Et Hecht répond, ok, on abandonne tous les héros et toutes les héroïnes, je garde que les méchants. Et ça donne l'énergie débridée de Scarface, où la mitraillette et la désinhibition sexuelle ont beaucoup à voir, jusqu'à l'inceste. Bon. Ce que vous avez forcément ressenti en voyant l'extrait, c'est d'une part ce que vous avez là, c'est-à-dire nos personnages, et Paul Mooney en tête, donc ils découvrent cette mitraillette, alors même qu'ils sont agressés, qu'ils sont attaqués, ils récupèrent une mitraillette, et c'est génial d'avoir une mitraillette, c'est-à-dire que comme des enfants qui ont un nouveau jouet, vous avez l'énergie d'avoir la mitraillette, de jouer avec, alors de la découvrir ensemble avec son meilleur ami, joué par George Raft, et de la rapporter à ce qui est encore leur patron. On a un nouveau jouet, et c'est extrêmement efficace. Et alors évidemment que l'extrait que vous avez vu, il est extrêmement violent, c'est une succession d'éliminations. Mais il est profondément, comme Hecht et Hawks le cherchaient, non moral. C'est-à-dire il y a une jubilation à voir que elle marche très bien, la mitraillette. Elle marche très très bien, et vous avez vu les éliminations en chaîne qu'elle produit. Bon, et à noter que ce soit dans l'extrait de Scarface que vous avez vu, ce que vous montrent les deux premières captures que vous avez là, ou dans énormément d'autres films de Howard Hawks, il va falloir me faire confiance sur les statistiques, il n'y a pas beaucoup de très gros plans dans l'univers de Howard Hawks, dans sa manière de découper. De gros plans, ça va dépendre de la star filmée, mais des très gros plans, il n'y en a pas beaucoup. Statistiquement, les 3/4, voire les 4/5 des très gros plans des films de Hawks, quelle que soit la décennie, sont des très gros plans d'objets et de mécanique qui marchent. C'est des très gros plans de pistolets, des très gros plans de mitraillettes, des très gros plans de compteurs de vitesse de voiture, très gros plans de roues, des très gros plans de bielles. Vous voyez l'idée. Et là, un peu l'approche que j'ai du cinéma, qui est que on ne parle pas d'un art quelconque sans essayer de se fondre dans sa mécanique imaginaire, son moment historique, mais c'est le film qui a raison. Donc si je vous dis ça, c'est parce que quand on regarde les films de fait. Vous avez la chaîne des objets qui fonctionnent, et là la jubilation de la mitraillette. Alors elle fonctionne, elle tire, jusqu'à ce moment où on voit Scarface qui essaie, elle tire, et il refait même ce moment du cow-boy primitif qui jubile en tirant vers la caméra, comme vous l'avez vu dans l'extrait. Bon. Ce qui donne un thème visuel du film, tout le long du film, qui sont les vitres marquées des éclats de balles, qui est un des motifs que vous avez vu dans l'extrait qui organise Scarface. Bon. Maintenant, il y a également un critique britannique magnifiquement nommé Robin Wood, et très connu, qu'on soit d'accord avec son approche ou pas, dans les études cinématographiques à partir des années 60, classe Scarface dans les comédies de Howard Hawks. Vous voyez, vous commencez à comprendre que ça n'est pas si abusif que ça. Ce n'est pas une comédie au sens où His Girl Friday, la dame du vendredi, est une comédie, mais dans la moralité et la jubilation de ces gamins qui jouent avec ces armes, il y a de la comédie, il y a du comique. Et comme vous l'avez vu dans l'extrait, où c'est plus qu'un interlude, dans l'extrait de
mitraillade, enfin, tout début de l'extrait que vous avez vu, on a ce contrepoint, mais qui est plus qu'un contrepoint. Enfin, il y a une forme d'énergie comique sauvage avec les deux gangsters qui veulent leur mitraillette, qui la voient et qui la récupèrent. Et en contrepoint, en harmonique comique, vous avez le personnage du secrétaire qui maîtrise mal la langue et qui lui a la citerne qui lui pisse dessus, ou est très mécontent du risque que son chapeau melon a encouru. Mais ça va même plus loin. Il y a de beaux moments comiques quand vous avez, une fois qu'on lance la guerre, et qu'on lance donc la guerre des mitraillettes, la chaîne des mitraillettes, c'est intéressant de voir par le fond du cadre, ça va mitrailler, la victime au premier plan, on la met à lire des comics. Donc ça c'est typiquement une touche, mettre de la bande dessinée, de la légèreté du comics à l'avant-plan, qui est ce qu'on voit alors que le type va être mitraillé. Et une fois que la guerre est lancée, vous avez des successions de voitures qui vont vite. Alors, cet adverbe vite, je le transforme en substantif vitesse. Scarface, c'est un film où ça mitraille énormément, très très vite. C'est un film qui met en place la vitesse du cinéma oxien. On mitraille très vite, on parle très vite, on va très vite d'une séquence à l'autre. Vous voyez, les voitures vont très très vite. Et alors, je vais rester un instant encore dans le comique et le burlesque. C'est-à-dire, si nous n'étions dans un film de gangster, de voir ces voitures, ces trajectoires de voitures qui se croisent, et il y a un tonneau qui tombe, qui roule, qui va à un endroit et qui descend chez une femme qui crie. On est dans des logiques burlesques, dans des poursuites de voitures, dans des croisements de voitures, dans un tonneau qui se détache, qui est dans une succession de catastrophes. Sauf que là, les trajectoires sont létales. On ne se relève pas au bout. Dans le cinéma burlesque, ce sont des morts et des résurrections en permanence. Là, on ne se relève pas au bout. Mais donc, il y a une énergie burlesque des trajectoires, plus une idée intéressante. C'est un film dans lequel Hawks, vous voyez, c'est beaucoup trouvé, mais il essaie quelque chose qu'il ne réessaiera pas après, qui est une visualisation de l'abstraction. C'est-à-dire que Hawks est un cinéaste très concret, dans lequel, on y arrivera, j'espère, à la fin de cette conférence tout à l'heure, dans lequel il y a une forme d'abstraction. Je pense que le cinéma classique est beaucoup comme cela. Le cinéma est très abstrait et très incarné dans des épaisseurs fictionnelles. Mais Hawks visualise l'abstraction. Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'il y a une idée, alors c'est un film dans lequel le chef opérateur Lee Garmes apporte beaucoup. Il y a un travail sur les plans longs et les plans séquences dans Scarface qui n'est pas dans les autres Hawks. Qui fait partie de l'essai stylistique de ce film-là. Mais il y a dans cette idée qu'une fois que la guerre des gangs est déclenchée, ce sont des gens qui se mitraillent, des trajectoires qui se croisent et qui sont létales. Il y a l'idée de 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, donc des morts en chaîne. Et vous connaissez sans doute cette formule de la fiction aventureuse en anglais, X marks the spot. X marque l'endroit. Et donc dans Scarface, chaque fois qu'il y a un mort ou des morts, on vous le signale. La mécanique de la mise à mort est signalée par des croix. Alors ça peut être... Et ici, tac, vous avez l'ombre qui est faite sur le sol, l'ombre projetée, et le type va tomber dessus. Et si c'est encore plus drôle, si vous me permettez, parce que non seulement il est tombé, mais la suite est prête, il tombe au-dessous du panneau Undertaker, donc les pompes funèbres qui font une autre croix sont au-dessus de la croix qui est dessinée au sol. À d'autres moments, vous avez tant de personnes qui vont être tuées, vous commencez par voir les 8 croix au-dessus, puis après ils sont tués, à chaque personne une croix. Ou alors, ici, vous voyez bien, même si vous ne le savez pas encore en action, déjà in abstracto, vous avez déjà la croix en haut du cadre qui vous signale le fait que le personnage sera tué. Si vous demandiez pourquoi dans The Departed de Martin Scorsese, il y a des X tout le long qui ponctuent le film, c'est exactement par adoption de cette syntaxe de l'abstraction de la croix des morts de Scarface. Nous allons voir un deuxième extrait de Seuls les anges ont des ailes, Only Angels Have Wings, qui est un film 1939, là on saute 7 ans, avec un groupe de professionnels, des aviateurs, des aventuriers, des aviateurs qui transportent le courrier, communauté coupée du monde, dans une ville portuaire d'Amérique du Sud, près de la montagne des Andes, et c'est une sorte d'aristocratie aventurière. Et arrive une intruse,
donc ils sont dirigés par Cary Grant, et arrive une intruse jouée par Jean Arthur, Bonnie Lee. Et donc c'est le moment où elle vient d'arriver, Cary Grant n'est pas encore apparu. Donc si on peut voir le second extrait, s'il vous plaît, Only Angels Have Wings. Oh, does it seem good to be off that boat? Well, what are you looking at? What's the matter with me? Nothing. Anyway? Oh, you're sure easy on the eyes. Go on, you mug. You heard me use that 2 weeks ago. Well, it still sounds good anyway. What are you fellas doing down here? Same as everybody else. Working for the Dutchman. What's that? Oh, we fly a little mail and things here and there. Flyers. I was wondering why you were carrying those guns around. Do you think we're a couple of banana cowboys? Well, who'd ever think there was a flying field down here? Where is it? Right outside the door. Where? Skull. To us. Down the hatch. Happy landings. What are you doing down here, Miss Lee? On your way back to the States? Yep, if I don't get a job in Panama. Oh, professional, huh? Yeah, I quit a show at Valparaiso. These are on me. All right. Don't do that. Oh, but I said I wanted to buy you a drink. No, I'm paying for these. Oh, but you can let No, me. you I better just let him wanted to. pay. So much better. Now, wait a minute, Dutchie. If you take his money, I'll never step foot in this place again. Oh, Joe, where are you going to eat? Well, I'll starve, but I won't come in here again. Well, in that case, I better take his money. Now, wait a second. If you take his money, I'll never come in here again. Right's right. Who asked No, I'm first? going to The pay Joe? for this. No, He please, wants to no, want to Dutchie, ask I want first. to No, pay that's here. right, that's I right. meant what I said, Dutchie. So did I, Dutchie. Come on, Now, here wait it a is. boy. Joe, we have the drinks on the house. Satisfied? Very well satisfied. Oh, that's a shame. He's so cute. Hey, Dutchie, come on back. And no more monkey business. Bring a bottle with you, Dutchie. Oh, no. You boys better take it easy. What for? Well, one of you has to fly the mail tonight. I thought Tony was first out. Tony has a touch of fever. It's either you or Joe. Oh, well, can Fine you beat thing. that? All right, Dutchie. Take a number. Number what for? Anything up to 10. 1 to 10 number. Oh, no, not me. If you want to gamble on who is going up in that weather, you better pick someone else for a number. All right, Bonnie. Anything up to 10. No, sirree, not me. I feel the same way he does. Oh, nobody's worrying about who's going up. What we're worrying about Well, is who's going to take you to dinner? Who said anything about staying for dinner? We'll send you a formal invitation. All right, Les. Odd or even? Odd. Oh, that's too bad. Well, Bonnie, how do you like your steak? Well, I don't know if I... Do you mean real American steak? Well, I don't want to brag, but how do you think I keep those boys down here? Well, I guess I'm staying for dinner. That's the girl. Why do I always say odd and it always comes out? Oh, I hate that noise. Joe Souther. Joe Souther. You're up next. That's you, Les. Joe Souther. Sorry, kid. Joe, stand by. Tex says it's clearing. Oh, no, not me, Papa. Les lost. I'm having dinner with Miss Lee. Miss Lee, Mr. Carter. How do you do? Hello, Miss Lee. Sorry, Joe, but the mail goes out on schedule. So do the pilots. Since when, Jeff? Anyway, I want Les to go down to the warehouse, check over that stuff that came in on the boat today. Hey, that's an all-night job. When'd you think that up? Just now. Well, I wish you Oh, look hadn't. here, Jeff. The boys gambled and he lost. Let him go. Is that an order? Yeah. No. I don't... who is running things here anyway? Oh, that's what I mean. Come on, Joe, get going. Oh, Miss Lee and I were going to have Don't dinner. worry about Miss Lee. I'll be glad to take up where you left off. Now, look here, mister. I've got something to say about this, you know. Chorus girl? No, I do especially. So much the better. Pick up that stuff on your way back from Las Cruces, Joe. See you later, Miss Lee. Oh, you will you? Well, now, look, I might have... Say, who does that guy think he is, anyway? That's the boss. As you may have gathered from the conversation. Well, he's not my boss, and I'm not going Well, to let him... Bonnie, I hope you win. I'll be seeing you. Goodbye, Joe. Oh, Joe, be careful. No chances. You remember Oh, what I now, told you. Dutchie, you ought to find something to worry about. Yes, that's what you should be doing. Joe, Hi, Lily.
¿Cómo estás? Yo te estaba esperando, te quería ver. Oh, lo siento, Lily, pero me tengo que ir a las cruces. No, Joe. Oh, I've got to go. I'll be back soon. So Ay, long. darling, que Dios te cuide. Nos vemos mañana. Well, how can he fly in this fog? Oh, this is just on the ground. He'll pull right up through it. It's only 200 or 300 feet thick. What he's waiting for is the heavy stuff piled up in the pass. Sounds like double talk to me. Yeah, I guess it does. You see, the only way inland from here is through a deep pass. It's right up, well, you can't see it. It's 14,000 feet at the low spot. Wind and clouds make it a bad place. That's why we keep a lookout partway through to tell us when it clears. Calling Barranca. Calling Barranca. Oh, here it comes in now. Go ahead. Alors, pour Scarface, je vous ai parlé de Ben Hecht. Pour Seuls les anges ont des ailes, Jules Furthman, qui est le scénariste de Seuls les anges ont des ailes, et qui est un scénariste... alors, lui, il est à peu près l'auteur de ce qu'il a signé, mais après, il n'y a pas autant d'œuvres non signées que pour Ben Hecht, mais c'est un scénariste majeur du cinéma donc hollywoodien, et qui a été un collaborateur régulier de Howard Hawks, et auparavant de Joseph von Sternberg. Et c'est ça qui m'intéresse dans le fait de vous parler de Furthman à ce moment-là. Alors, évidemment, il travaille avec Hawks sur Seuls les anges ont des ailes, sur To Have and Have Not, Le port de l'angoisse, sur The Big Sleep, Le grand sommeil, et sur Rio Bravo. Bon. Et avec Sternberg, Furthman a écrit le scénario de Morocco, Cœur brûlé, Shanghai Express, Blonde Vénus, 3 des 6 films américains avec Marlène Dietrich. Et beaucoup plus tard, d'une production Howard Hughes qui s'appelle Jet Pilot, Les espions s'amusent, qui est un film très sympathique tant qu'il n'est pas dans les airs. Les parties aériennes étant filmées par Hughes et son équipe et pas très intéressantes. Mais Sternberg et Furthman s'amusent assez quand ils sont sur Terre. Bon, et donc, je vous parle de Jules Furthman là, parce que, évidemment, que Furthman, avec Sternberg, ont établi dans les mélodrames avec Marlène Dietrich un rapport à l'exotisme, en citant les noms de Morocco, de Shanghai Express, de Blonde Vénus, hein, je ne vous l'apprends pas, un rapport à des... Ils ont fabriqué des personnages qui sont dans des rapports érotiques, dans des rapports de séduction codés, très fétichisés, qui passent par les objets, par le costume, par l'accessoire, et avec, chez Sternberg et Furthman, un fort degré d'érotisme pervers. Ce qui est très important, c'est pour ça tout à l'heure quand j'avais parmi les images que je vous montrais, celle de ce film exotique Phase Hill de la fin des années 20. Et donc Hawks va croiser à un moment l'exotisme avec Sheik et harem, mais c'est pas un genre dans lequel il va rester. Non, mais en revanche, il n'est à mon avis pas exagéré de dire que Sternberg et Sternberg est le cinéaste qui a eu le plus d'influence sur Howard Hawks. Et c'est le cinéaste dont Howard Hawks a le plus tiré et trouvé son propre univers. Je dirais que, et ce film, Seuls les anges ont des ailes le montre bien, une partie de l'univers hawksien, de la manière hawksienne, c'est la translation, l'adaptation de l'exotisme sternbergien sans la perversité. C'est la transposition des univers exotiques sternbergiens dans des fictions qui a priori ne sont pas exotiques, mais le deviennent par le traitement. Et Jules Furthman est le passeur, d'une certaine manière, de l'univers sternbergien. Dans Seuls les anges ont des ailes, vous avez au début, vous voyez ce bateau qui sort des brumes, vous voyez ce bateau qui arrive au port de Barranca. Vous voyez ce bateau qui se stabilise dans le port de Barranca. Vous voyez, si je reviens en arrière, donc ce bateau qui sort des brumes, y a-t-il plan plus mythique et plus belle cristallisation de l'imaginaire de l'aventure, tout court, mais au moins dans le cinéma donc hollywoodien, qu'un bateau qui sort des brumes ou qui y pénètre, il vient d'une autre fiction, il charrie plein d'autres fictions, elles sont au-delà des brumes, et il arrive à Barranca, et donc il y a un côté pictorialiste dans l'image. Vous voyez, le pictorialisme, c'est
C'est pas simplement que ça fait tableau, c'est une manière de fétichiser les éléments qui font tableau, les encadrements, les objets encadrants, comme on le faisait dans les années 1918-20. Donc là, vous avez ici ce contre-jour très marqué, cette découpe encadrante, et avec des lumières de source. Les lumières de source dans des paysages embrumés, donc ici, la lampe tempête, sont des sources d'exotisme. Ce n'est pas simplement des points lumineux, ce sont des sources d'exotisme, des irradiations exotiques très fortes, des lumières dans la brume. Et quand on les retrouve dans le décor intérieur, ça fonctionne pareil, ce sont des appels d'exotisme. Ici, comme le fait la statue religieuse. Bon. Et à la fin de l'extrait, là, dans la deuxième partie de l'extrait que vous venez de voir, quand les personnages de Jean Arthur et de ses deux acolytes, Dutchy et puis le pilote avec le chapeau et la moustache se retrouve à l'extérieur. Voilà typiquement un plan, l'extérieur, le rapport intérieur-extérieur, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure en parlant de Dawn Patrol. Les pilotes partent vers l'aventure, puis ils sont dans le café, en revanche, ils se retrouvent, ils portent un toast, ils se rencontrent, ils célèbrent. Ils évitent, j'y reviens dans 2 minutes, ils évitent de trop parler de la réalité de la mort, qui est pourtant ce qui plane. D'ailleurs, quand il y en a un qui dit « j'aime pas le bruit de l'avion », pourtant c'est bien de ça dont il s'agit. Mais préfère parler d'autre chose ou en parler différemment. Et donc, l'extérieur, c'est on va vers l'aventure ou vers la mort, et puis il y a cet entre-deux, cette interzone où on est sur le seuil et on regarde, ou ensuite on regarde le pilote qui dit au revoir ou dit donc adieu à sa fiancée ou une de ses fiancées. Mais vous avez typiquement une plastique exotique, une plastique qui sensualise et qui exotise, c'est-à-dire une légère couche de fumée dans l'éclairage, ce qu'on appelle un backlighting, une lumière qui vient de par derrière, qui sensualise, qui détourne les personnages et sensualise ici la porte à persienne, ici les fenêtres et la source lumineuse ici. C'est un éclairage qui est typique, c'est pas Sternberg qui le fait, c'est un éclairage qui est de Joseph Walker, qui est le chef opérateur de beaucoup de très grands films de Capra dans les années 30, et qui ne serait pas dans un Hawks de 2-3 ans avant, ça c'est l'apport Walker. Mais plus largement, le travail d'imaginaire qui est fait par le chef opérateur, par l'éclairage, c'est un travail d'exotisme lumineux, de sensualisation de la matière, qui est voilà, ce transport, cette translation de l'exotisme sternbergien sans la perversité dans l'univers hawksien. Quand on est en intérieur, alors en intérieur, vous allez retrouver, c'est pas dans tous les Hawks de cette époque, mais dans Only Angels, évidemment, l'encadrement par les lampes exotiques est régulier d'un plan à l'autre. Bon. Là, j'ai capturé, avant qu'on en commande d'autres, des plans typiques de ces moments où les personnages célèbrent le fait d'être ensemble, accueillent quelqu'un d'autre. Ici, une nouvelle qui n'est pas encore tout à fait admise dans le groupe. Elle l'est très vite dans ce duo qui devient trio et qui cherche à séduire Jean Arthur. Mais que font-ils ? Ils fument. Dans un Sternberg, la cigarette, c'est déterminant. On fume, on se la passe, on regarde la texture de fumée. C'est déterminant, mais c'est entre Gary Cooper et Marlène Dietrich dans Morocco. Bon. Mais il y a quelque chose de pervers, de provocateur, de très érotique. Non pas qu'il n'y ait pas d'érotisme toujours dans la cigarette hawksienne, mais le jeu avec l'accessoire, la fétichisation de l'accessoire, le fait que l'accessoire soit récurrent et porteur de maintes connotations harmoniques, significations qui vont de l'amitié, de la séduction à l'érotisme, ça c'est vraiment quelque chose qui passe de Sternberg à Hawks. Et alors les cigarettes connaissent des aventures multiples dans les films de Hawks, dans l'extrait que vous venez de voir. Donc, vous voyez... Voilà. Bonnie Lee est accueillie par les 2 pilotes. Hop, excusez-moi. C'est ça que je voulais. Ben alors, voilà, on a nos 2 pilotes et voilà. Vous voyez, cigarette. Hop, ils sympathisent, il se passe quelque chose. Elle est admise dans le groupe, elle est admise dans la relation de séduction, elle est admise dans le groupe parce que elle accepte une cigarette. Donc ils se mettent à fumer ensemble et évidemment, l'éclairage va tout de suite donner la texture de la fumée qui sort de la cigarette. Bon. Voilà. Donc, regardez bien, la cigarette est
l'érotisme et l'exotisme en tête, et vous avez vu apparaître l'image d'Ernest Hemingway. Pourquoi Ernest Hemingway? Pourquoi sur ce film-là? Donc, comme vous le savez peut-être, Hawks a travaillé à adapter une nouvelle, un court roman de Hemingway, To Have and Have Not, en français Le Port de l'Angoisse. Donc, non pas qu'Hemingway ait secrètement travaillé sur Les Anges ont des ailes, mais voilà un autre des écrivains de la génération perdue que Hawks admirait beaucoup et dont Hawks a acclimaté la technique. Pas la technique, je filme des personnages virils, obsédés par leur virilité, ça c'est les thèmes d'Hemingway. La technique d'écriture de Hemingway, que vous lisiez L'adieu aux armes, Farewell to Arms, que vous lisiez The Sun Also Rises, Le soleil se lève aussi, c'est une technique, alors c'est un style très sec. C'est un style de l'immanent, du présent, qui dit, quand c'est la première personne, comme dans Farewell to Arms, je ressens ça, il pleut, il y a de la pluie sous mes bottes, je la regarde et je pense à ça, et ainsi de suite. Et ces sensations et les phrases qui les expriment reviennent. Il y a du factuel récurrent, une sorte de leitmotiv récurrent. Mais une fois que vous avez lu un chapitre de Hemingway, dites, mais de quoi ça m'a parlé? Ah, ça m'a raconté que le type fait ça. Mais de quoi ça m'a parlé vraiment? Vous devez réfléchir. Il y a chez Hemingway une technique qu'il avait lui-même nommée la technique de l'iceberg, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire, vous avez ce que je vous raconte, ce que les personnages disent ou ce qu'ils font, et ce dont ma séquence, ou en l'occurrence mon chapitre, parle vraiment. Et je l'ai traité de manière détournée. Si je veux parler du fait que je vais mourir, je vais peut-être évoquer le fait qu'ils n'aiment pas le morceau de viande qu'on leur sert. Si je veux parler du fait que c'est la dernière fois qu'ils la voient, je vais peut-être parler du fait qu'ils se disputent sur la couleur du store. Et ainsi de suite. Donc cette idée de ne pas donner corps symbolique, ne pas laisser s'exprimer complètement le thème, mais le contourner, le détourner, taper à côté et faire que, évidemment, que le spectateur ou que le lecteur va sentir que ça parle de ça. Dans la séquence que vous avez vue avec Jean Arthur et les deux hommes, je vous disais, la thématique, c'est elle, l'intruse, et puis, mais ces pilotes ont peur de mourir, il faut repartir à l'action, mais on parle à peine du fait de mourir, on parle d'autre chose, et on en parle de manière légère. Le seul moment où on dit « je n'aime pas ce bruit », mais Dodgy dit « oh, j'aime pas ce bruit », et il le tourne en ridicule. Brrr, il se met à imiter le bruit de cet avion. Donc là, vous avez une proximité dans le factuel et dans le détourné avec l'univers hemingwayien. Arrive Cary Grant. Avec une cigarette, bien sûr, avec même un beau moment exotique. On a les persiennes qui, dans un autre genre de film, seraient un thème visuel de film noir. Mais là, vous voyez, avec autant d'accessoires, on est plutôt, et bien avec un éclairage avec une lampe de plafond, dans la panoplie formelle exotique, entrée très théâtrale de star, entrée du personnage avec sa panoplie, le chapeau, la double ceinture et la cigarette. Non seulement il a ouvert les persiennes, mais il y a de nouveau des ombres de persiennes exotiques sur le bord. Et rencontre, alors il va donner des ordres, c'est lui le chef, à ses hommes, et il rencontre, c'est la première rencontre avec Bonnie Lee. Et Hawks, évidemment, traite cette rencontre, Hawks et Jules Hoffman, de manière à la fois sidéré, c'est un coup de foudre. C'est un coup de cigarette, mais c'est un coup de foudre qui se passe entre eux, mais qui n'est pas du tout traité de manière sentimentale, avec une certaine morgue par Cary Grant. Si vous avez vu le film, ou si vous le découvrez, c'est un personnage qui a été trahi par une femme et qui en a une blessure qui lui fait avoir cette attitude hautaine, cette absence de sentimentalité dont il a du mal à se départir. Mais au-delà de ça, ce que vous voyez, c'est une manière de scénographier le passage de cigarette, qui est très belle, qui est très étonnante. Donc, un Cary Grant qui voit qu'il y a cette femme-là, mais s'y intéresse pas d'abord tout particulièrement, il va vers son pilote, il a sa cigarette à la main, il lui faut l'allumer. Donc, pour l'allumer, hop, il s'empare de la cigarette de Jean Arthur en la regardant à peine. Tac. Alors elle est sidérée du fait qu'il l'ait fait, mais il continue de parler aux autres tout en allumant sa cigarette, puis ça prend un temps, il n'y arrive pas tout de suite, donc il garde la cigarette sans s'excuser, mais il est quand même allé très près de l'intimité. Vous aurez compris que chez Hawks, la cigarette, que ce soit amicale, érotique ou autre, c'est très intime. Donc il lui a pris sa cigarette, si je puis dire, et il la garde. Il finit par la regarder de haut, et elle, pas très contente. Mais donc,
L'idée, c'est que la rencontre ne se fait pas par ni par simplement un choc visuel par le montage, je te vois et tu me vois, ni par une sentimentalité, ni par l'irruption de musique que Hawks n'encouragerait pas, mais par quelque chose de détourné. Je l'ai bien remarqué, et ça va se voir, mais je continue de parler à l'autre auquel je dois donner des ordres, et en même temps, je prends brutalement, j'investis de manière très, très nette l'espace intime de celle qui est assise et dont je prends la cigarette. À noter que, en termes de plastique, sternbergienne, je pourrais dire, quelque chose que les films de Sternberg ont mis en place, ce qu'on appelle les éclairages psychologiques sur les visages ou sensualisants. Au lieu d'avoir un éclairage plein qui va détourer subtilement les éléments du visage, mais qui va être très blanc, mettez de l'ombre sur le visage, et la part d'ombre fait... qui est généralement pas totalement géométrique, c'est pas une ombre expressionniste, donne une sensation de pensée ou de fantasme sur le visage. Et généralement, avec Sternberg, c'est beaucoup sur les femmes. Avec Hawks, l'homme sensualisé par l'éclairage, par le chapeau, par l'éclairage, c'est Cary Grant. Il y a quelque chose de masculin et de féminin dans son apparition quand la porte à persienne s'ouvre, dans sa cigarette un peu très nonchalante, et dans la texture de fumée autour de son visage, et dans l'éclairage ici, au niveau de son visage, alors que sur Jean Arthur, on n'a pas du tout un éclairage sternbergien, on a évidemment dans l'éclairage 3 points quelque chose sur ses cheveux ici, qui fait luire sa chevelure blonde, mais vous voyez, vous n'avez pas du tout l'ombre comme sur Cary Grant. Et on change de film. En restant sur Cary Grant, et on va voir un extrait de His Girl Friday, La Dame du Vendredi, 1940, adaptation de la pièce de théâtre sur le monde du journalisme et de la chasse au scoop de Ben Hecht et Charles MacArthur. La pièce est de 28, The Front Page, donc la première page, la une. Donc c'est sur les journalistes à la recherche des scoops, sur l'effervescence du milieu. C'est une pièce fondatrice de ce qui va devenir au théâtre, mais au cinéma, surtout le newspaper movie dans les années 30, le film sur le monde urbain, fébrile du journalisme. De quoi il est question, si vous ne l'avez pas vu, d'un type qui s'appelle Earl Williams, qui est un communiste, jugé communiste, et qui a assassiné un policier noir. Donc il est accusé, il est arrêté, il va être condamné à mort. Et c'est la recherche du scoop sur le sort tragique de cet homme, qui, dans la séquence que vous allez voir, donc le bonhomme est caché dans le secrétaire au milieu de la pièce, et vous avez le personnage de Cary Grant, le rédacteur en chef, donc qui veut un scoop sur ce type, qui veut la primauté du sort de ce type. C'est pas le fait que le type meurt qui est important, c'est l'idée d'avoir la meilleure nouvelle sur ce type. D'ailleurs, quand il est au téléphone dans l'extrait, vous allez voir, à la fin de l'extrait, il dit « Non, mais j'ai quelque chose de formidable sur lui, t'oublies Hitler, tu le mets dans les dernières pages, ça c'est pas grave, tu t'occupes de mettre cette histoire en avant. » Et donc, dans la pièce initiale de Hecht, les deux personnages principaux sont deux hommes. Ça aurait fait un couple d'hommes, si je puis dire, un duo d'hommes, Hawksien, puisque les duos d'hommes, l'histoire d'amitié amoureuse, non pas sexuelle, mais amitié donc amoureuse entre deux hommes, c'est très Hawksien. Mais là, comme Hawks, c'est quelqu'un qui, une fois qu'il s'est débarrassé, qu'il a essayé les styles qui n'intéressent pas, qu'il en a gardé que certaines choses, il se met ensuite, plus sûr de lui, à être un chercheur de forme. Et donc, il aurait pu être confortable avec ces deux hommes. Non, il dit, mais non, il va essayer autre chose. Il dit, tiens, ça va pas être deux hommes, c'est un homme et une femme. Donc Hildy, c'est Burns joué par Cary Grant, Walter, et Hildy, qui est un homme dans la pièce, devient Hildy, diminutif de Hildegarde, et devient une femme. Et ça devient, c'est à la fois donc une satire et une ode au monde du journalisme et à leur, comme les gangsters, à leur amoralité créatrice, sauf que là il tue personne, enfin presque, vous allez voir, mais et c'est aussi une comédie, une screwball comédie, screwball pour extravagante, absurde. Et c'est une comédie même dite de remariage, puisqu'en fait Cary Grant et Rosalind Russell ont travaillé ensemble avant que le film ne commence, se sont mariés, elle le quitte, elle n'en peut plus du journal, elle n'en peut plus de cet homme. Et lui ne veut pas la laisser partir. Par réflexe de possession peut-être,
Surtout parce qu'il dit, c'est la meilleure journaliste, elle est faite pour ça, je veux pas qu'elle parte, c'est elle qui me donne les meilleurs scoops. Faut que je la convainque que sa place est là, que c'est ça qu'elle aime. Et c'est un peu le trajet qu'il fait faire à cette femme qui a cherché à fuir la fébrilité envahissante de cet homme. Donc vous allez voir, et puis évidemment il y a celui qu'elle veut épouser, le troisième larron, joué par Ralph Bellamy. Donc voici un extrait de La Dame du Vendredi. Si on peut voir l'extrait s'il vous plaît. So you can write some more lies, so you can sell some more papers. Never mind, Dad. All right, I'll tell you what I'll do. I'll give you a story. I'll give you a wonderful story. Only this time it'll be true. You'll never find him now. Oh! Get the ambulance, somebody. Get an ambulance, somebody. She's dead. Oh, she isn't killed. She's moving. Darling, did you see that? Where is he? She jumped out the window. I know that. Where is he? Anyway, I said. she isn't dead. Come to, Hildy. Where have you got Williams? He's in the desk. Huh? Kevin, she didn't kill us. How you doing? Let me out. I can't stand it. Keep quiet. You're sitting pretty. What's in there? Who are you? What are you doing? Who is she? This is Mrs. Baldwin, Bruce's mother. What are you doing? Shut up. I won't shut up. You're doing something wrong. Mother, please. Take her out of here. Now, wait a minute, Walter. Quiet. Louis. Yes, boss. Take the lady over to Pollock Mike's. My name's Louis Peluso. Lock her up. See if she doesn't talk to Walter, anyone you can't do along the way. this. What'll I tell him? Tell him it's a case of DT. Don't worry, Mother. This is only temporary. Walter, let go of me. Where do you think you're going? I'm going after Mother, and I'm going to get Bruce out of jail. Walter, why did you have to do this to me? Get Bruce out of jail? How can you worry about a man who's resting in a nice, quiet police station while this is going on? Hildy, this is war. You can't desert me now. Walter, will you get off that trapeze? You've got your story right over there on the desk. Go on, smear it all over the front page. Earl Williams captured by the Morning Post. I covered your story for you, and I got in a fine mess doing it. Now I'm getting out. You drooling idiot. What do you mean? Just what I said. There are 365 days in a year one can get mad. How many times you got a murderer locked up in a desk? Once in a lifetime. Hildy, you got the whole city by the seat of the pants. Sure, I know. You know. You got the brain of a pancake. This isn't just a story you're covering. It's a revolution. This is the greatest yarn in journalism since Livingston discovered Stanley. It's the other way around. Oh, well, don't get technical at a time like this. You realize what you've done, honey. You've taken a city that's been graft-ridden for 40 years under the same old gang, and with this yarn, you're kicking him out. You're giving us a chance to have the same kind of government New York's having under LaGuardia. Listen, honey, if I didn't have your best interest at heart, you think I'd waste my time arguing with you? You've done something big, Hildy. You stepped up into a new class. Huh? We'll make such monkeys out of those ward healers next Tuesday. Nobody will vote for them, not even their wives. Expose them, eh? Certainly. We'll crucify that mob. We'll keep Williams undercover until morning so the Post can break the story exclusive. Then we let the governor in on the capture. Share the glory with him. I get it. You kicked over the whole city hall like an apricot. You got the mayor and Hartwell backed up against the wall. You put one administration out and another one in. This isn't just a newspaper story, Hildy. It's a career. And you stand there belly aching about whether you catch an 8 o'clock train or a 9 o'clock train. Walter, I never figured it that way. You're still a doll-faced hick, that's why. Gee, he'd be the white-haired boy. Sure, they'll be naming streets after you. Hildy Johnson Street. There'll be statues of you in the park. The movies will be after you. The radio. By tomorrow morning, I'll bet you there's a Hildy Johnson cigar. You can see the billboards now. It says, light up with Hildy Johnson. Walter, will you stop that acting? Huh? We got a lot to do. Oh, you're talking. We can't leave Williams in here. We'll take him over to my private office. Which is our phone? That one on the end. Oh. How are you going to take him? You'll see him. Now, if he's inside the desk, we'll carry the desk over. Hello. You can't move that desk. It's crawling with cops outside. All right, we'll lower it out the window with pulleys. Now, quit stalling. Get the typewriter over here. Come on, stop pounding out a lead. How much of this stuff do you want? All the words you got. Hello, give me Duffy. Wait a minute. Walter. What? Can I call the mayor of Bird of Prey? Call him anything you like. How about the time he had his house painted by the fire department? Give him the word. Uh-huh. Hello, Duffy. Get set. We got the biggest story in years. Earl Williams captured by the Morning Post exclusive. Yeah. And I want you to tear out the whole front page. That's what I said, the whole front page out. Oh, never mind the European war. We got something a whole lot bigger than that. Hildy Johnson's right in the lead. I'll give it to you as soon as she's finished. And listen, Duffy, get hold of Butch O'Connor. Tell him to come up here right away with half a dozen of his wrestlers. Yeah, Butch O'Connor. What? Well, I got a desk I want to move. Never mind what... Hildy. What the deuce do you want? Oh, hello, Bruce. Hildy. No, never mind the Chinese earthquake, for heaven's sake. Hildy, I just want to ask you one question. Bruce, how did you get out of jail? Well, not through any help Now, of yours. listen, buddy, you can't I'm come not in here. We're talking to busy. you. I had to wire Albany for $100 so I could get out on bail. Look, I don't care if there's $1 million there. I don't know what they're going to think up there in Albany. They had to send the money to the police station. Oh, for Pete's sake, Hildy, come on. We're waiting for that story. We'll explain everything to them, Bruce. Well, where's Mother? She said she was coming up here. She left. No, I can't hear you, Duffy. Where'd she go? Out someplace. No, junk the Polish corridor. Hildy, tell me where my mother was going. She couldn't say. Oh, never mind that. This is more important. Did she get the money from you? No, she left in a hurry. I'll take that money, Hildy. All right, Bruce, right there in my I purse. decided I can handle things around here, and I'll take that certified check, too. I'll give it to you, Bruce. Here's the tickets, and you'll find your money in the wallet. My wallet? This is my wallet. Say, there's something funny going on. Here, what are you doing? Just wanted to look at it. Hildy, What'd you say? Hildy, I'm taking the 9 o'clock train. Sure. Did you hear what I said? I said I'm taking the 9 o'clock train. Oh, Bruce, I put it in here.
Let her alone, will you, buddy? Will you do me a favor, Bruce, Hildy, I please? just want you to answer me one question. coming, Ollie. You don't want to come with me, I do need you? that. But Answer come on. me, Hildy. You don't, do you? No. Take all those Miss America pictures off page 6. Hildy, tell me. Please tell me the truth. Oh, wait. If you a ever minute. loved me, Hildy. Now, look here, my good man. You shut up, Burns. No, how can I do Mr. anything Burns, with You're you doing all this to her. I know that. She wanted to get away from you and everything you stand for, but you were too smart. You caught her and changed her mind. Take Hitler and stick him on the funny page. Now, let me ask you, Hildy, Mr. you're going to Whatever give your up name everything is. for a man like him? No, I am not. But, Bruce, can't you see that something's happened? Wait, I'll tell you everything. Tell him. You tell him nothing. He's a spy, you fool. I'm not a ridiculous. spy. Come on, Hildy, you're coming with me right now. Give me just a second, can't you? Don't you see this is the biggest thing in my Keep life? quiet, I Hildy. see. I'll keep. I'm like something in the icebox, aren't I? Yeah. You just don't love Oh, me. now that's that all. isn't true. Just because you won't listen, you say I don't love you. Now you know that isn't the point at Go all. on. What else The have point you is got that you lined never up? intended to be decent and live like a human being. What's that? All right, if that's the way you Oh, want to think. Sebastian I see jumping. what you I'm are trying now. to concentrate. You're just like him and all the rest. Sure, that's what I am. What? What? No, leave the rooster story alone. That's human interest. Did you get hold of Butcher Look, if you Conner had any yet? sympathy or understanding, Well, you'd get hold understand of what it. I'm I trying to do. understand, all right. I understand. Wait, just a minute. There's only one question I want to know. What? Walter. What? The mayor's first wife. What was her name? You mean the one with the wart on her? Right. Fanny. What do you say, Duffy? Hildy, I don't think you ever loved me at all. Oh, never mind that. You're not working for the advertising Remember, if you department. change your mind, I'm leaving on the 9 o'clock train. Hold on, Bruce, you Duffy, gotta hold take this on. I am instead of trying to change me into something else. I'm no suburban bridge player. I'm a newspaper man. That's Johnny. the stuff, Hildy. Keep it coming as fast as you can. Get back in there, you mock turtle. Hello, Duffy. Did you tell Butch and his gang to take a taxi as a matter of life and death? Good. Stay on this wire. Bon, vous voyez, c'est une question de vie ou de mort, dit Cary Grant à son interlocuteur. Pas du tout, évidemment, enfin totalement indifférent au sort du type qu'il a renvoyé à sa cachette dans le bureau, qui lui est condamné à mort. Et d'ailleurs, cet extrait s'est ouvert par, vous voyez, on a d'une part notre personnage ici, joué par John Quaylen, qui est un acteur qui est, pas systématiquement, mais un second rôle qui est beaucoup associé justement au rôle truculent comique, au rôle d'immigré comique. Donc le choisir à ce moment-là, le choix qu'on fait Hawks, ça oriente même le personnage qui pourrait être tragique vers l'angle comique. Bon. Et donc il doit rester caché dans son secrétaire Mock Turtle. Le Mock Turtle, en fait, c'est pas un angle que je veux creuser, mais les films de Hawks, particulièrement les comédies, sont pleines de clins d'œil, enfin, comme le sont les films classiques hollywoodiens, qui sont des couches fictionnelles, des tissus, des mosaïques extrêmement complexes, et c'est pas une précaution rhétorique que de le dire, mais alors les films de Hawks sont pleins de clins d'œil. Donc par exemple Mock Turtle, quand il tourne avec Rosalind Russell autour de la table, il parle vraiment de Stanley et Livingstone, parce que c'est un film que la Fox vient de produire l'année d'avant. Et là, Mock Turtle, c'est Cary Grant qui renvoie au dialogue qu'il avait dans Alice au Pays des Merveilles en 1933. Et un rôle qu'il n'a pas beaucoup aimé, dans lequel les gens l'ont pas beaucoup aimé, donc il rappelle ce dialogue-là à ce moment-là. Bon, c'est évidemment pas le plus intéressant, mais si vous demandiez pourquoi Mock Turtle, voilà pourquoi Mock Turtle. Bon. En revanche, vous voyez, ça commence, si le type qui est condamné à mort, c'est pas important, Hitler doit aller avec les BD, et c'est une question de vie ou de mort que de passer le scoop, le condamné à mort, peu importe. Ça, c'est l'immoralité de Ben Hecht. Ça commence d'ailleurs par Molly, la copine de Earl Williams, qui est tellement abasourdie par la pression du scoop et l'immoralité des journalistes qu'elle y voulait donc une histoire. Eh bien, en voilà une. Elle se jette par la fenêtre. C'est par cette violence-là, avec une vitesse sidérante, vous voyez, la vitesse comique est totalement immorale chez Hawks, mais là, elle se jette et elle est morte. Ah, pas tout à fait, elle bouge encore, heureusement. Donc ça peut continuer. Cary Grant est arrivé, lui, totalement indifférent à cette affaire. Et, tac, il y a chez... alors, sans doute, c'est la comédie la plus connue de Hawks, et elle tourne autour de, pas du tout pour diminuer le rôle, puisqu'il a créé ce personnage féminin, puisque Hawks a créé ce personnage féminin, le rôle de Rosalind Russell, mais elle repose énormément sur Cary Grant. Et Grant avait cette spécificité dans l'imaginaire mythique hollywoodien d'être à la fois une figure comique. Il a majoritairement, si je mets Hitchcock à part, et encore, tourné dans des comédies. Et Grant a une technique, a une identité comique extrêmement complexe, très forte, mais maintenant c'est un héros. C'est-à-dire, ça n'est pas un bouffon qui s'automoque de sa personne comme Bob Hope. C'est un séducteur, et c'est un héros comique.
et qui est un virtuose corporel. Et on va constater dans cet extrait, comme dans un autre que je vais commenter dans quelques minutes, Hawks est quelqu'un qui ne construit pas, je veux dire, plus il va être maître de sa forme et être l'expérimentateur de forme que je vous disais qu'il est devenu, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup moins, une fois qu'il est dans un genre, à l'histoire qu'il raconte, mais il nous la raconte, qu'à la manière dont les personnages et leur développement font l'histoire. Et ça se retrouve au niveau de la manière de traiter une scène et d'y faire travailler les acteurs. Hawks est quelqu'un qui travaille beaucoup plus au niveau du plan long, du plan moyen, dans lequel il scénographie ses comédiens, et dans la durée desquels il les laisse jouer, en cernant la spécificité, évidemment, comme tout grand metteur en scène qui a un acteur virtuose, de tel ou tel acteur ou actrice. C'est pourquoi, quand il tourne une séquence sous plusieurs angles, plus loin ou plus proche, chez Hawks, si vous décomposez longuement le montage, vous verrez que c'est très raccordé. Il y a énormément de raccords-mouvements. C'est pas du tout un cinéaste du montage dans lequel les plans s'entrechoquent. C'est un cinéaste dans lequel les plans ont une durée et se continuent les uns les autres. Bon. Ça va avec la vitesse, avec le travail, la rythmique corporelle d'acteur. Cary Grant, c'est un bonheur. C'est un acteur, je vous disais, avec une virtuosité corporelle. C'est un acteur qui joue de manière différente de son visage, de son tronc, de son dos, de ses jambes. Et qui a le timing comique, c'est-à-dire il sait bouger les bras, bouger les jambes pour créer un rythme visuel. Il sait s'immobiliser de telle sorte que le corps immobilisé exprime quelque chose, a un impact graphique, vous le voyez. Tac, un Cary Grant qui fait un mouvement, un Cary Grant immobile qui cherche, mais avec une posture graphique absolument choisie, un Cary Grant qui se relève. Un certain nombre des postures prises par Cary Grant, tu seras célèbre, voilà Napoléon, et si je change d'échelle, le visage de Cary Grant est un visage qui visualise la pensée, je pense à quelque chose, vous voyez sur mon visage que j'y pense. Vous voyez sur mon visage qu'une pensée est en train de se former. Vous allez voir que je vais y penser. Ça y est, j'y pense. Qu'est-ce que je pense de ce que je pense? Je me tourne pour vérifier. Ah, je pense ça. Ah, vous n'êtes pas d'accord, laissez-moi réfléchir. Et c'est effectivement cette dynamique-là qui est celle de Cary Grant, pour peu qu'un objet vienne attirer son attention, tout en continuant de parler, étant pris dans un circuit de conversation, il se met à penser à autre chose. Là, ce sont les billets. Ah, voyez, il y a un graphisme de la pensée dans le visage, dans le cou. Ce sont des choses que certains cinéastes peuvent choisir de monter. Un Frank Capra ou un Alfred Hitchcock ont repéré ça chez Cary Grant, évidemment, et construisent du montage dessus. Hawks confie le montage à Cary Grant, au fond, dans son corps, et garde l'énergie pour la taille pas trop proche ou assez large de plan et la durée du plan. Ce que vous avez ici, alors ça c'est typiquement, c'est burlesque, c'est screwball, extravagant, ou burlesque, dans le sens où donc c'est une aventure perpétuelle de corps, au pluriel, mais de jeunesse au singulier, donc je dis au pluriel, dans le cadre. Donc vous avez Burns, Cary Grant qui est là, voulant convaincre Hildy de travailler avec lui, ce qui se passe. Et puis arrive la future possible belle-mère de Hildy, la mère de celui qui arrive à la fin. Hop. Qui es-tu? Je suis la mère. Ah bon? Zut. Qui est-ce? Ah, c'est bien la mère. Ok. Donc voyez comment le cadre contient deux personnages. Hop, le cadre rebondit. Ça y est, il y en a trois. Hop. Que faire de la belle-mère? Eh ben, c'est la mère. On va s'en débarrasser. Hop, quelqu'un arrive par le bord cadre, vient chercher la belle-mère et la sort. Donc, c'est pas monté, c'est une chorégraphie burlesque de l'intérieur, ce que vous allez... C'est ce que j'appelle une guirlande burlesque. Quand il suit le type, le gangster qui porte la non-future belle-mère hors de la pièce, ils se suivent en guirlande jusqu'à la porte. Et je parlais de l'abstraction hawksienne. Hawks n'est pas un baroque, vous l'aurez compris, il n'aime pas les ornementations dans le style plastique. Alors, j'espère que là, on ne peut plus dire qu'il n'ait pas de vision, et donc il a un style, puisque le style, c'est la vision. Mais il n'a pas un style plastique, il n'a pas un style ornemental. Mais il a un style très concret, corporel. Les acteurs sont très importants, parce que l'humain, pour lui, c'est une espèce. Elle peut être animale, voir Scarface, voir Monkey Business, chérie, je me sens rajeunir, on redevient animal. Mais il est très abstrait au sens où
il n'est pas baroque au sens où c'est pas profus, ce n'est pas débordant, ce n'est pas centrifuge. C'est très concentré et très organisé par des concepts. C'était les croix dans Scarface. Ici, c'est le cercle, c'est-à-dire, ils partent de la fenêtre. Et dans cette séquence profuse en apparence qui parle énormément, où les paroles se chevauchent, c'est la caractéristique de His Girl Friday, il parle, mais en fait il parle très distinctement. C'est le phrasé classique, le phrasé fusé où tout est articulé. Sauf qu'il parle très vite et parle en même temps. Bon. Et ça, c'est ce que ce film met vraiment en place. Mais la trajectoire est tout sauf sinueuse. Il tourne précisément, ils partent de là, et il veut la convaincre, donc il se met à tourner autour de la table, la faisant reculer jusqu'à ce que ce soit elle qui se tourne, et puis c'est elle qui se met à guider, si je puis dire. Elle avance, il se met désormais à la suivre, jusqu'à ce que, hop, il la retourne, et puis la retournant, il la guide jusqu'à ce qu'ils sont revenus, ce soit elle qui se retourne à l'endroit d'où ils sont partis. Donc vous voyez, c'est extrêmement organisé, ce sont des cercles alliés ou des cercles concentrés, puisqu'ils tournent autour de la table, et dans la trajectoire circulaire qui est la scénographie principale, il ou elle tourne l'un par rapport à l'autre. Ce qui donne cette force dans le plan long, cette force claire, puisque ça n'est pas baroque, justement. Alors, je vais jongler avec un autre extrait que je n'avais pas prévu de montrer là, mais que je vais vous montrer là. Si on peut voir l'extrait de Rio Bravo, s'il vous plaît, qui est l'extrait numéro 5.
you're under arrest. Maybe so, but don't turn around, Sheriff. Now what are you going to do, Sheriff? You can do just about what you want, Chance. Anybody else you want besides Joe? No. Give me a hand. Évidemment, ce n'est pas Rio Bravo que vous avez donc à l'écran, mais vous allez voir. Enfin, c'est vrai de ça. C'était juste pour vous rappeler, vous avez deux petites bandes, 3 plans de Casablanca en haut de Michael Curtis et 3 plans de To Have and Have Not, le port de l'angoisse en dessous. Le contraste est simplement pour vous montrer, et j'ai tâché de faire que l'extrait de Rio Bravo vienne à la fin, parce que ça va reprendre beaucoup des choses qu'on a parcourues là. L'apparition de Humphrey Bogart, alias Rick dans Casablanca, est typiquement curtisienne peut-être, mais pas du tout oxienne, c'est-à-dire c'est un personnage dont on parle, dont on entend parler, mystérieux, et quand on le fait apparaître, c'est avec un ornement, sa signature, puis sa main, enfin son visage. Par comparaison, en dessous, début de To Have and Have Not, entrée de la même star, Humphrey Bogart, dans un film qui est un peu la réponse de Hawks à Casablanca, et dans un plan moyen, dans lequel on vit, il y a un décor, et arrive Harry Morgan, alias Humphrey Bogart, qui fait son boulot, qui arrive, donc pas du tout une entrée mystérieuse, pas du tout une entrée qui fait attendre le personnage. Donc dans Casablanca, dans la place, vous avez un résistant qui est repéré, qui fuit, qui va être abattu, évidemment de manière très dramatisée, opératisée, avec le décor comme scène d'opéra, devant l'affiche de Pétain. Bon. Et quand vous regardez la même idée mise en scène par Howard Hawks, c'est-à-dire l'idée de Vichy, de la collaboration, on ne va pas du tout avoir cette dramatisation par le grand décor comme chez Curtis, on va avoir juste ça par allusion dans l'arrière-plan. Voilà le début de To Have and Have Not. Et donc, on applique tout ça à Rio Bravo. Je commente donc avec vous un certain nombre des choses de l'extrait que vous avez vu. Donc, début typiquement Hawksien, en petite forme, je ne dirais pas en petite forme parce qu'il n'est pas en petite forme, en forme resserrée. On n'a pas un grand décor, on a le générique qui vous parle de manière presque exotique. Il y a un décor loin, Rio Bravo, mais c'est la ville dont on va parler. La porte s'ouvre sur l'entrée de la star du personnage en mauvais état, en manque d'alcool. Tac. En face de lui, ce qui est le master shot, le plan moyen, qui vous dit la situation, mais qui correspond à son regard, c'est là que se trouve la tentation. Tout l'alcool qu'il voudrait. Et vous voyez, 3 plans que j'ai choisis au début et à la fin de la séquence, typiques de l'usage du, et qui plus est en 1,85 alors qu'on était en 1,37 dans les extraits précédents, du master shot, du plan moyen en master shot chez Hawks, qui laisse les personnages être dans le décor, interagir entre eux, et donne tout cet accès à la situation. On parlait de Cary Grant et de la manière dont Hawks le laisse jouer et met en valeur ce qui est typique de Cary Grant. Grant, c'est un acteur qui tire toutes les possibilités de l'instant. C'est-à-dire, il joue un personnage, une réaction, il vous donne plein de réactions sur le visage, sur le cou, sur les bras, sur le dos, sur les mains, sur les hanches, plein de réactions de son corps, et donc, à travers son corps, de son personnage, ses émotions, à l'instant. Et c'est quelque chose que Hawks lui laisse très bien faire dans le cadre. Wayne est une autre forme de danseur. Wayne a une très haute taille, très gracieux par la démarche, très sensuel par la démarche. Et la manière dont il frappe le type, vous avez vu, Wayne tourne sur lui-même. C'est très caractéristique, ce cercle-là de John Wayne. Et c'est typiquement ce que Hawks va saisir. Il ne lui fait pas donner un coup comme ça, il lui fait virevolter. Donc, une manière de traiter Cary Grant, une manière de traiter John Wayne. Bon, alors ici, 2 choses sur ce moment. Alors si vous n'avez pas vu le film, donc le personnage de Dean Martin, c'est l'adjoint, je crois qu'il en était question de manière très passionnante dans une conférence il y a quelques jours, le Ciné-Club de Frédéric Bonneau, de l'ensemble du film. Vous avez donc John Wayne et Dean Martin, le shérif et son adjoint. L'adjoint en question, Dean Martin, étant totalement détruit par l'alcoolisme. Et c'est l'histoire d'amitié, amitié amoureuse de ces 2 hommes, et la rédemption de Dean Martin. Et face à eux, Claude Akins qui joue Joe Burdett, et vous voyez, qui est un être brutal et qui frappe, qui tue. Mais c'est sur le qui tue que je veux insister.
Vous avez typiquement une version hoxienne de mourir. Mourir, c'est je tire, tu meurs. Tac, tac. Et le seul très gros plan est dévolu au pistolet, comme dans Scarface, à la mécanique de la chose qui tue. Si on regarde le découpage du moment central, c'est-à-dire le personnage de Dean Martin, donc filmé en plan rapproché, la douleur sur son visage, et en face le tentateur. J'ai la pièce, j'ai l'alcool. Je te donne une pièce, tu peux te payer de l'alcool. Pièce qui vient de Scarface d'ailleurs, où George Raft joue avec une pièce de monnaie. Et derrière, la corrida, les arrière-plans, le jeu avec l'arrière-plan est quelque chose dont Hawks se sert en permanence. Une harmonique du thème principal par l'arrière-plan. Il s'agit d'une virilité narcissique exhibitionniste ici, et il s'agit d'une virilité en crise ici. Et donc vous avez une première icône culturelle virile ici, il lui propose « tu veux la pièce ?» Tac, je vais te la donner, je suis le tentateur. Et il l'a donnée, il la donne ici, et pour qu'il récupère la pièce, ça c'est quelque chose que Hawks et Jules Furthman reprennent à un Sternberg qui s'appelle Underworld. Et pour prendre la pièce, il faut qu'il s'agenouille, qu'il s'humilie, qu'il s'abaisse à côté d'un pilier où il y a d'autres marques, des cornes, d'autres marques viriles assez marquées. Et de fait, il s'abaisse, il s'humilie. Et voilà qu'arrive... grande entrée de star, dans le cadre, celui qui ne s'abaisse pas en l'occurrence, et qui vient lui interdire de s'abaisser, John Wayne, qui est le seul. Si vous avez une contre-plongée aussi marquée chez Hawks, parce qu'elle correspond à un regard de personnage, d'où la détresse de Dean Martin. Quand John Wayne apparaît en majesté, il est à côté des marques viriles qui lui correspondent, lui. Alors, vous voyez, c'est très concret, c'est très physique, très incarné. Et en même temps, pour Hawks, ce qui va être de l'ordre du symbolique, soit c'est dans l'arrière-plan, soit simplement ce sont dans les péripéties, dans les lignes, les lignes au sens littéral du récit. Voilà une séquence qui est construite sur le fait de être debout, se tenir, s'abaisser, se retenir debout. Dean Martin, il rentre debout. Dean Martin, il s'abaisse, il s'humilie. Dean Martin, il a retrouvé son pistolet, il se tient debout. John Wayne, il est sûr de lui. John Wayne, on le tabasse par derrière, il tombe, et à la fin, John Wayne, debout, revient. Vous avez ici un John Wayne qui se fait surprendre par derrière et se fait taper, et ici, un John Wayne qui ne sait pas qu'il a une menace par derrière, et ici, des hommes de Burdett qui ne savent pas qu'ils ont une menace par derrière. Avoir quelqu'un par derrière et se faire avoir une fois, deux fois, voilà une péripétie comique dans un début tragique. Alors, ce mélange, ce traitement, cette injection du ton comédique, de la répétition comédique, je me fais avoir à plusieurs reprises parce que quelqu'un est derrière moi et que je ne l'ai pas vu. Je vous montre même quelqu'un qui le voit. C'est un dispositif comique, à l'intérieur de quelque chose qui est sur la tragédie de cet homme détruit par l'alcool. Où vous voyez à nouveau ici Joe Burdett avec le barman lui dit « Ah oui, mais attention, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui arrive. » Mais oui, ici, et puis ici, de nouveau, il ne voit pas que quelqu'un arrive. Donc dans cette séquence, on a l'extérieur est à peine évoqué par le générique et pas montré. Il y a l'exotisme loin. L'intérieur, c'est le rapport entre les personnages, de manière très physique, très concrète, et par des répétitions abstraites, et des éléments qui font sens dans l'arrière-plan. Tout ça vous montre à quel point Hawks, avec les collaborations d'écrivains, de chefs opérateurs, d'acteurs, vous voyez, j'ai déautorisé Hawks pour le réautoriser, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui a un rapport au cinéma, qui a des thématiques, et qui a des situations qui sont récurrentes, dans les films qu'il contrôle comme dans ceux qui ne contrôlent pas. Donc ça, c'est le rapport personnel à la fiction. On a quelqu'un qui écarte un certain nombre de dispositifs stylistiques pour se trouver dans certains, avec, je pense, la greffe principale, l'univers de Sternberg, érotisé. Enfin, il en garde l'érotisme, mais il enlève la perversion. Ça devient, Hawks, un univers de la fulgurance érotique. Par exemple, dans l'extrait que vous avez vu de Only Angels Have Wings, quand Cary Grant finit par la regarder, il dit « Toi, t'es une chanteuse, une danseuse, tu danses ?» Elle dit « Non, I do specialty. » Le regard de Cary Grant, elle dit « Je fais un truc spécial. » Le double sens est saisi par Cary Grant, ça doit être succulent, ce truc spécial. Et on passe à autre chose. Fulgurance érotique et décontractée, comme fulgurance violente ici. Donc, vous voyez, Hawks, c'est vraiment un cinéaste
qu'on ne peut aborder que par la mise en scène, c'est-à-dire en décortiquant ce qui avait l'air évident et simple, sans fioritures, sans ornements, qui est fait d'énormément de couches de rapport au corps, au décor, à la photographie. Et c'est quelqu'un, je pense, qui a construit au cœur d'Hollywood une œuvre donc que je dirais sensuelle, érotique, décontractée, et autant qu'hollywoodienne par ses collaborations et sa manière de faire une génération perdue, pas déprimée. Il a vraiment produit une œuvre qui a quelque chose de profondément américain. Et j'emploie pas le terme de manière trop simple. Il y a une américanité concrète, abstraite et décontractée, très forte. C'est pour ça que John Wayne est devenu cool avec Howard Hawks. Et la coolitude de John Wayne, c'est une des plus belles créations de Howard Hawks. Merci.